suis un jeune avocat et un vieux monsieur, puisque j'ai prêté serment en janvier 2014, donc il n'y a pas très longtemps, mais j'ai prêté serment à 55 ans, puisque j'ai changé de vie à 55 ans pour devenir avocat, et pendant à peu près 30 ans auparavant, j'ai été dans le monde de l'entreprise. Alors pour moi, la plaidoirie, dans l'esprit dans lequel j'ai fait ma première plaidoirie, c'est-à-dire une plaidoirie en défense dans un procès pénal, c'est la prise de parole par un avocat à l'issue d'une audience pour démontrer oralement, bien entendu, son argumentaire pour défendre son client et avec l'objectif in fine de convaincre des juges. Pour moi, la plaidoirie, ça n'est pas qu'un exercice de style ou un exercice d'éloquence, ça a une utilité, c'est celle de convaincre, démontrer et convaincre. Je n'étais pas encore avocat, en fait. J'ai fait ma première plaidoirie alors que j'étais élève avocat en stage. Et donc il a fallu demander explicitement l'autorisation à la présidente du tribunal que je puisse plaider, puisque je n'étais pas avocat. J'ai plaidé par ailleurs en costume, je n'avais pas le droit de porter une robe d'avocat. Voilà, donc ma première plaidoirie, je l'ai faite en tant qu'élève avocat. C'est aussi la raison pour laquelle je crois que je n'oublierai jamais cette première plaidoirie, puisque je l'ai faite dans le cadre d'un procès qui a été très médiatique, puisque c'était le procès des prothèses mammaires PIP. C'était en 2013, c'était à Marseille. Comme il y avait plusieurs milliers de parties civiles, 350 avocats côté partie civile, le procès avait été délocalisé dans le Parc Chanot, qui est l'équivalent de la porte de Versailles à Paris, le palais des expositions, donc dans des très très grandes salles, avec des liens vidéo entre les salles, donc quelque chose qui était assez impressionnant en termes de taille, avec bien entendu beaucoup de monde, beaucoup de journalistes. Donc c'est ce procès-là, et donc c'était un procès dans lequel moi je défendais avec deux autres avocats, j'allais dire des vrais avocats, des avocats qui eux avaient prêté serment longtemps avant, Christophe Basse et Christophe Mameli. Nous défendions le président du directoire de l'entreprise PIP, qui était poursuivi pour tromperie aggravée, pour ne pas avoir fait certifier le gel de silicone de ses prothèses mammaires et avoir entraîné, ce qui leur était reproché, des problèmes de santé à des milliers, voire dizaines de milliers de femmes. Et en plus, ça n'était pas prévu. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé au début de mon stage sur ce procès pour le préparer, mais pour le préparer pour le compte de mon maître de stage, Christophe Basse, et il n'était absolument pas prévu que je plaide. Ce qui était prévu, c'est que je le prépare. Donc j'ai passé énormément de temps à travailler ce dossier, qui est un dossier très complexe, très important en volume, beaucoup d'expertise technique, médicale et autres. Et le procès avançant, c'est un procès qui a duré 5 semaines, un procès très long, procès correctionnel. Le procès avançant, à un moment, Christophe Basse, mon maître de stage, m'a dit tiens, est-ce que tu veux plaider? Est-ce que tu peux plaider? Et j'ai eu un moment d'angoisse, un moment de panique. Et puis je me suis dit, dans sa vie, on n'a pas toujours des occasions comme celle-là. Celle-là, je ne peux pas la laisser passer, je dois la saisir. Donc j'ai dit oui. J'ai eu très peur. Et puis voilà, je l'ai préparée et je l'ai faite. À la fois de l'excitation et de la panique, de l'enthousiasme et de l'angoisse, les deux mélangés, parce que c'était à la fois une opportunité exceptionnelle, mais c'était aussi un risque énorme. A posteriori, je me suis dit, c'était un peu qui tout double, c'est-à-dire que soit je faisais quelque chose de bien ou de correct et ça allait, soit je me plantais. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à me redresser, vu le nombre de personnes qui étaient dans la salle, vu le nombre de journalistes et d'acteurs extérieurs. Donc il y avait un côté un peu qui tout double. Mais encore une fois, dans la vie, ça arrive ce type de moment, et moi personnellement, j'ai toujours pensé qu'il faut les saisir. Le risque, c'est de ne pas être confronté à ce type d'opportunité. Donc l'opportunité passe, on la saisit et on y va. C'est ce que j'ai fait. La prise de parole en public, j'en ai fait beaucoup en tant que dirigeant d'entreprise, parce que quand vous avez notamment des organisations importantes, comme il m'est arrivé d'en diriger, on passe son temps à faire des présentations, des kick-offs, des lancements, des séminaires, des réunions de motivation, que sais-je. Donc j'ai énormément pris la parole en public.
Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la plaidoirie. La plaidoirie, déjà même physiquement, quand vous prenez la parole en public, comme je le faisais en tant que dirigeant, on parle devant des personnes. Moi, je parlais devant des centaines, voire quelquefois des milliers de personnes. Quand vous plaidez, comme ça m'est arrivé pour PIP, ça m'est arrivé récemment sur un très gros procès d'assises, vous parlez devant 3 personnes, 3 magistrats, ou 12, que là j'étais en assises, en appel, 9 jurés, 3 magistrats, et je dirais le monde il est derrière. Donc voilà, avant je parlais à l'ensemble, là je parle à quelques-uns pour convaincre ces quelques-uns qui sont en face de moi, et éventuellement il y a des gens derrière moi. Et puis il y a un enjeu dans la défense pénale qui est unique. Ça ne veut pas dire que quand vous essayez de motiver 500 managers à transformer une entreprise, il n'y a pas d'enjeu. Mais là, l'enjeu, c'est la vie de quelqu'un, c'est sa réputation, c'est éventuellement sa liberté. Et donc, cette particularité de la plaidoirie, qui est les conséquences finalement de son action sur un individu ou une organisation, puisque il est arrivé de défendre des entreprises, des personnes morales, ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Je l'ai préparé d'abord en travaillant le dossier à fond. Moi, je pense que ce métier, c'est un métier comme quasiment tous les métiers où la clé, c'est le travail. Travail, travail, travail. Donc, c'est un dossier que j'ai lu, relu, annoté. Je pense qu'à la fin, je le connaissais quasiment par cœur. Donc, énormément de travail sur la matière du dossier pénal. Beaucoup de discussions avec le client lui-même, puisque là, on défend un individu, le président du directoire en l'occurrence, pour le comprendre, pour le connaître, pour aussi avoir des informations de sa part pour préparer sa défense. Voilà, essentiellement du travail, du contact client. Ça, c'est la préparation de l'audience. Et puis après, la préparation de la plaidoirie. Au moment où on m'a dit « tu vas plaider », je n'ai pas non plus été prévenu la veille. J'ai été prévenu, je crois, une semaine ou 10 jours avant. J'ai tout écrit. C'est-à-dire que j'ai vraiment écrit l'intégralité de ma plaidoirie. C'était ma première, aujourd'hui j'écris moins, mais j'ai écrit l'intégralité de ma plaidoirie. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé en amont sur cette prise de parole-là, tout en essayant, mais je ne l'ai pas parfaitement fait, tout en essayant de m'extraire un petit peu de mes écrits, mais j'avais vraiment tout écrit. Je ne la connaissais pas par cœur, mais à mon avis pas loin. Néanmoins, j'avais devant moi les notes que j'avais prises et je n'ai pas pris le risque en tous les cas de la dire sans notes. Alors moi j'ai une technique que j'ai utilisée et développée quand je prenais la parole avant dans ma vie précédente de dirigeant d'entreprise, qui est, moi j'apprends toujours par cœur l'introduction et la conclusion. Ce qui est, à mon avis, fondamental dans la prise de parole, c'est de ne pas rater son introduction. Et pour ne pas rater son introduction, il n'y a rien de mieux que de la connaître par cœur. Et on a aussi un défaut très souvent, c'est qu'on n'arrive pas à conclure. En tournant, on revient. Et ça peut faire tomber toute la percussion de la démonstration précédente. Donc pour moi, j'apprends toujours par cœur début et fin, exorde et péroraison, on dirait dans la rhétorique de la plaidoirie, un plan précis. Parce qu'encore une fois, pour moi, une plaidoirie, c'est une démonstration. Ça a une fonction utilitaire de convaincre. Il faut démontrer. Donc il faut un plan. Et j'apprends par cœur mes phrases de liaison entre les parties. C'est ça qui fait finalement la fluidité d'une plaidoirie. Ce n'est pas tellement de connaître par cœur tout ce qui est à l'intérieur, c'est une introduction qui accroche, principe de l'exorde, un plan qui a du sens, des phrases de liaison qui enchaînent les parties les unes aux autres, et une conclusion qui marque, et donc qui elle aussi doit être préparée. J'ai fait aucune préparation spécifique en termes de gestuelle ou de mouvement. J'en fais un peu naturellement, donc j'ai rien préparé là-dessus. J'étais vraiment concentré dans ma première plaidoirie, en tous les cas, sur le fond, sur ce que j'allais dire, comment j'allais le dire. J'ai un petit peu préparé, mais probablement pas assez travaillé, ce que je considère aujourd'hui important, qui sont les silences et les ruptures de ton. Le fait de, voilà, on parle doucement, puis fort, on accélère, on ralentit. Je l'avais un tout petit peu travaillé, mais dans la réalité, un peu dans le stress de la plaidoirie elle-même, je pense que je n'y ai plus beaucoup pensé pendant que je parlais. Moi, je pense que la gestuelle, c'est toujours pareil, ça vient appuyer un discours.
mais c'est naturel ou ça n'est pas. Hein, je n'imagine pas de répéter, d'anticiper des mouvements. Vous voyez, je parle avec mes mains, mais je le fais naturellement. Je pense que ça sonne faux quand vous le faites de façon préparée et un peu mécanique. Voilà, ça vient accompagner une parole. Je crois plus à l'efficacité en dehors du fond, du ton, et encore une fois des silences, des ruptures, beaucoup plus que les gestes eux-mêmes. Je n'ai pas préparé la plaidoirie avec mon client. J'ai préparé le procès, l'audience, encore une fois en support des 2 avocats avec qui je travaillais avec lui. Mais je ne lui ai absolument pas dit ce que j'allais dire. Je ne lui ai pas demandé de valider mon argumentaire. Moi, je considère que ça fait partie de mon métier. C'est mon indépendance, c'est ma valeur ajoutée, sachant qu'on était parfaitement d'accord à l'issue de toutes ces séances de travail ensemble sur l'argumentaire, sur comment on allait démontrer, en l'occurrence, qu'il n'était pas coupable de tromperie aggravée, puisque c'était ça le sujet. Donc l'argumentaire, on l'avait défini ensemble, mais ce que j'allais dire, dans quel ordre, avec quels mots, sous quelle forme, ça pour moi, ça ne se discute pas avec son client, c'est ma décision. J'ai eu la chance inouïe, hein, encore une fois, de faire cette plaidoirie sous l'ombrelle de Christophe Basse, qui était donc l'avocat auprès de qui je faisais mon stage, qui est maintenant mon associé, qui est mon maître dans ce métier, et qui, dès le départ, quand il m'a dit, puisque c'est lui qui a pris cette initiative, qui m'a proposé de plaider, m'a dit « Maintenant, voilà, tu le fais comme tu le sens ». Hein, il ne m'a pas demandé, voilà, tu me feras lire ta plaidoirie avant, je vais vérifier ceci, ça. Donc c'est une forme de confiance considérable qui responsabilise énormément, parce qu'on se dit maintenant, voilà, c'est à moi de faire. Mais ça allait bien avec ma personnalité à moi. Je pense, moi, je n'aimerais pas avoir à faire valider ma plaidoirie par quiconque. Après, elle est bien ou elle n'est pas bien, mais c'est trop personnel de mon point de vue pour que ce soit quelque chose qui soit filtré par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire que je me sois inspiré, mais c'est vrai que j'ai pensé à un certain nombre d'avocats que j'ai vu plaider. Il se trouve que donc, moi je suis devenu avocat très tard, mais je suis devenu avocat à 55 ans parce que j'en rêvais depuis que j'avais 15 ans. Et même si j'ai fait une carrière qui n'a rien à voir, parce que moi je suis ingénieur en physique nucléaire, donc j'ai fait ce travail dans l'informatique, j'ai toujours eu une passion pour ce métier. Et donc dès que je pouvais, j'allais dans des tribunaux, j'allais écouter des avocats. Et probablement dans cette plaidoirie, je me suis inspiré d'avocats que personne ne connaît, dans des procès dont personne n'a parlé, et que j'avais vus à Paris, je pense à certains, qui m'ont vraiment marqué. Après, j'ai pas eu la chance de voir les très grands avocats et les très grands plaideurs dont on parle aujourd'hui, notamment pas Alain Mola, qui est le fondateur du cabinet dans lequel je travaille, qui était, paraît-il, un des plus extraordinaires plaideurs qui soit. J'ai eu la chance d'entendre une fois Henri Leclerc, moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué par tout ce qu'il est capable de faire passer par la voix. Thierry Lévy, une voix magnifique. Voilà, quelques avocats comme ça. Olivier Metzner, hein, qui est maintenant malheureusement décédé, mais qui est un avocat qui n'avait pas la réputation d'être un grand plaideur. Moi, je l'ai vu une fois plaider à Nanterre, exceptionnel, pas dans l'éloquence, c'est-à-dire pas dans la voix, pas dans la gestuelle, mais dans la rigueur de sa démonstration. Parce qu'encore une fois, pour moi, une plaidoirie, ça n'est pas un exercice d'éloquence. Ou si ça l'est, c'est un produit dérivé de sa fonction principale qui est de convaincre, démontrer et convaincre. Olivier Metzner, dans cette audience-là, à Nanterre, il était remarquable dans sa capacité progressivement à faire passer une idée, ce qui fait qu'à la fin, on se dit, mais c'est forcément vrai, il a raison. Donc voilà quelques avocats, en tous les cas, que j'ai eu la chance d'écouter et qui peut-être indirectement m'ont influencé. On est en mai 2013. Dans cet immense hangar, hein, puisqu'on est dans la salle dans le parc des expositions de Marseille, mais qui a été organisé avec des bancs, des machins, les juges derrière un grand bureau, ainsi de suite. Et arrive mon tour pour plaider. Et à ce moment-là, Christophe Basse, qui est l'avocat avec qui je fais mon stage, se lève. Lui, il est en robe. Il me demande de venir avec lui, on traverse cette immense salle, donc je marche à côté de lui, tout le monde nous regarde, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur en robe et ce monsieur en costume? Et il s'approche de la barre et il dit, Madame la Présidente, est-ce que vous autorisez mon stagiaire, François Mazon, élève avocat, à plaider? Et c'est très particulier parce que c'est un peu inattendu.
Je vois bien d'ailleurs dans le regard de la présidente qu'elle se dit c'est quand même une drôle d'idée de tester son stagiaire sur un procès de cette importance, mais elle accepte. Et à ce moment-là, lui se retire et moi je me retrouve tout seul à la barre devant cette immense table derrière laquelle 3 magistrats, il y a 2 procureurs à côté, un immense écran puisque tout est filmé par une caméra et sur cet écran il y a juste mon visage. Un dessinateur d'audience, puisqu'il y avait aussi un dessinateur. Et puis voilà, puis après c'est parti, c'est le grand saut dans le vide, on est tout seul, il n'y a plus personne à côté de moi et je suis parti avec beaucoup quand même d'angoisse au début et de stress. Donc probablement un peu de difficulté au départ à bien poser ma voix. Et puis après, voilà, progressivement j'ai pris confiance. Ça a duré 25 minutes, une demi-heure maximum. C'était pas non plus très long, mais je pense que c'est une bonne durée pour une plaidoirie, 20 minutes, 20-25 minutes. Et puis voilà, une fois parti, je ne pense qu'à mon sujet, je pense qu'à convaincre, je regarde les juges, j'essaie d'interpréter leurs attitudes, les prises de notes, voilà, puis ça se termine, et puis je retourne m'asseoir. Et c'est vrai, ce qui m'a impressionné à l'issue de cette plaidoirie, ensuite le président fait une pause, et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'avocats qui sont venus me voir en robe pour me dire « Oh là là, c'est ta première plaidoirie, c'était vraiment bien ». Donc c'est vrai, tout d'un coup, j'atterris, parce que moi j'étais dans ma plaidoirie, et je me dis, probablement, en tous les cas, ça a eu de l'impact. Visiblement, ça a été, je ne suis pas passé complètement à côté de mon sujet. On était 3 avocats qui le défendaient. Donc, moi, je passais pas mal de temps avec lui pendant les suspensions d'audience. Essayer d'interpréter un petit peu ce qui avait été dit, de comprendre dans quel sens allait ce que l'on pouvait anticiper de la vision des magistrats. Voilà, donc une relation assez proche, en prolongation de tout le travail qu'on avait fait en préparation, jusqu'à la plaidoirie, où moi je dis toujours c'est ce qui m'a le plus marqué et finalement réconforté, c'est que lui m'a beaucoup félicité. Enfin, il était content de la façon dont j'avais développé l'argumentaire qu'on avait bâti ensemble, parce que finalement c'est le plus important. C'est après que la presse est bien aimée, que mes confrères, certains aient bien aimé, c'est bien, mais que mon client ait eu l'impression qu'il a été bien défendu, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. C'est ce que j'ai tout de suite dit à Christophe Basse qui m'a proposé ça. Je lui ai dit, mais il faut quand même peut-être en parler au client. Il m'a dit, oui, j'en ai parlé, il est tout à fait d'accord. Alors c'est vrai qu'il m'avait vu travailler avec lui, j'ai passé beaucoup de temps avec lui pendant la préparation. Comme moi j'étais dirigeant d'entreprise pendant 30 ans, lui était dirigeant d'entreprise aussi, président du directoire de cette entreprise, on avait une forme de passé commun, d'une certaine façon, qui nous a permis vraiment de bien travailler ensemble. Moi, j'ai cet avantage de savoir ce que c'est qu'une entreprise, comment ça marche, comment on décide, quelles sont les relations entre les uns et les autres. Et donc, on a vraiment très bien travaillé ensemble en préparation. Et je pense que ça l'a réconforté dans l'idée que me donner la parole pour le défendre n'était pas forcément catastrophique. En tous les cas, je pouvais faire passer un message que d'autres avocats auraient peut-être plus de mal à faire passer parce que je connais l'environnement dans lequel il a été. Mon expérience m'a servi dans les arguments de défense, mais dans la prise de parole elle-même, elle m'a servi aussi. Encore une fois, quand vous prenez souvent la parole, vous êtes moins impressionné quand vous la prenez une nouvelle fois. Mais, j'insiste là-dessus, plaider pour quelqu'un, c'est pas pareil que parler devant 500 managers à qui on explique que cette année, il faut faire sauter les compteurs. C'est pas pareil. Il y a une particularité à cette position qui vient à la fin d'un procès. C'est la fin, c'est la dernière virgule. Et avec quelqu'un qui va être jugé après. Et donc cette responsabilité, ce lien entre celui qui plaide, qui défend et celui qui est jugé, ça c'est unique. Il y a des méthodes, il y a des formations, il y a des techniques. Moi, je crois beaucoup à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord, je crois que ça se prépare. Moi, je pense que l'improvisation, ça n'a pas de place sur des situations aussi importantes. On n'improvise pas pour défendre quelqu'un. Donc ça se prépare.
Maintenant, le niveau de préparation, il est plus ou moins profond. On peut tout écrire, on peut rester sur les idées générales, sur le plan, mais ça se prépare. Et ça, si on veut faire tomber le stress, c'est déjà ça. Plus vous êtes préparé, moins vous stressez. Moi, j'en suis convaincu. Donc, beaucoup de préparation. Ensuite, la technique qui consiste à vraiment apprendre par cœur le début et la fin, avoir un plan, apprendre ces phrases de transition, ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi quelque chose qui rassure. Ce qui fait que très souvent, parce que ça m'est arrivé moi aussi de me planter dans des prises de parole, ce qui fait que très souvent on n'est pas bon, c'est qu'on part mal. Il faut toujours bien partir, parce que si vous partez mal, vous commencez à bafouiller dans vos 3 premières phrases, vous oubliez, vous ne dites pas ce que vous voulez dire, pendant quasiment l'intégralité de votre prise de parole, vous allez vous demander comment vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez raté au début, et vous allez de nouveau bafouiller, vous allez de nouveau oublier les parties. Donc, bien partir, c'est fondamental. Et ça, pour moi, ça passe par, je le connais par cœur, je l'ai répété plusieurs fois avant, et donc je pars bien. Quand je pars bien, ensuite, vous pouvez vous lâcher un peu. Et voilà, donc voilà moi les petites techniques que j'ai utilisées et progressivement mises en place dans la prise de parole. Je stresserai, je pense que je stresserai jusqu'à la fin de ma vie quand je prendrai la parole. Et tant mieux d'une certaine façon. C'est la fameuse phrase de Sarah Bernard, qui est une jeune fille qui lui dit « Vous savez, madame, je n'ai pas de stress ». Et elle lui dit « Vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent ». Le stress, c'est ne pas stresser dans des situations comme celle-là, d'une certaine façon, c'est anormal. Je pense que, vu l'importance que ça représente, vous avez nécessairement un petit sentiment d'angoisse. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il vous étouffe au point d'être incapable de prendre la parole, de bafouiller, de perdre ses moyens. Et ça peut arriver, mais il y aura toujours du stress, heureusement. Ma principale erreur, c'est probablement d'être resté trop près de ce que j'avais écrit. C'est-à-dire que, mais ça, c'est une erreur, mais c'est une première plaidoirie, je recommencerai de la même façon. J'étais, pour justement éviter de me perdre, j'ai beaucoup lu mon texte, au moins au début. Aujourd'hui, quand je plaide, j'utilise à peu près les mêmes techniques de préparation, j'apprends par cœur ce qu'il faut apprendre par cœur, mais j'écris beaucoup moins l'intégralité de ce que je vais dire. Et donc, ce qui permet une prise de parole plus spontanée, mais c'est une prise de parole spontanée dans un cadre qui, lui, est très rigoureux. Et c'est assez amusant parce que mon avocat chez qui je faisais mon stage, Christophe Bass, m'a dit un moment, un peu après, il m'a dit, tu sais, dans ta plaidoirie, il y a 2 moments, là, j'ai trouvé très percutants. C'est les 2 seuls moments que je n'avais pas écrits. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose probablement de plus naturel, de plus instinctif dans ces moments-là, que je n'avais pas écrit, donc qui étaient plutôt des réactions à ce que j'avais entendu un peu avant. Et donc ça prouve bien que cet élément, un peu d'improvisation, mais encore une fois, dans un cadre, lui, parfaitement défini, a de l'impact. Et donc aujourd'hui, je fais en sorte de toujours garder ces éléments clés de préparation, mais me laisser beaucoup plus de capacité à improviser à l'intérieur d'un thème. C'est beaucoup de plaisir, c'est-à-dire que ça restera dans ma vie un des moments les plus forts. C'est, je pense, le jour où j'ai eu l'impression de devenir avocat. Voilà, j'ai pris la parole dans une situation difficile, visiblement dans un exercice qui était plutôt perçu comme réussi. Donc c'est beaucoup de plaisir, c'est un point de départ fondamental dans une passion qui était la mienne de devenir avocat. Donc c'est une espèce de confirmation que je pouvais faire ce métier. Moi, dans les choses qui m'ont beaucoup marqué, c'est l'attention des juges. J'ai senti un moment, j'ai senti au départ beaucoup d'interrogations, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce garçon? Il n'est même pas avocat. Et donc beaucoup d'interrogations dans le regard des 3 magistrats, et puis progressivement une vraie écoute, une écoute profonde, la prise de notes, des hochements de tête, c'est-à-dire que vous commencez à sentir que ce que vous dites a de l'impact. Ça m'a marqué, et puis certainement après tous ces échanges avec les avocats qui sont venus voir, c'était le volet de robe noire qui s'est rapproché de moi, c'est vrai que c'était assez fascinant, les petits mots du client venant me féliciter, me remercier avec les yeux un peu embués de celui qui a été ému. Voilà ce que je retiendrai de cette première plaidoirie. C'était certes vraiment un grand moment.
on apprend à plaider par l'expérience, c'est-à-dire que ça fait partie, la prise de parole de façon générale, et puis cette prise de parole-là qui est bien particulière, on la travaille, voilà, il y a un tour de main, donc il faut en faire beaucoup, on s'améliore progressivement. Donc, peut-être pas à l'usure, mais certainement par l'expérience, par la succession des situations où vous vous retrouvez à plaider, vous vous améliorez, ça indiscutablement. Alors c'est toujours pareil, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, qui vont y arriver plus facilement, mais c'est certain qu'on est plus performant à la 50e plaidoirie qu'à la 3e. La deuxième plaidoirie, oui, je n'ai pas replaidé en tant qu'élève avocat. La deuxième plaidoirie, je m'en souviendrai aussi beaucoup, puisque c'était quelques jours après ma prestation de serment, et je défendais un jeune homme qui était poursuivi pour violence aggravée, enfin quelque chose d'assez important. Alors pareil, je l'avais énormément préparé. J'avais écrit là des conclusions. Là, j'étais tout seul, hein, j'avais plus mes maîtres autour de moi. J'avais pris en compte cet aspect moins lire ce que j'avais préparé, et donc je pense que j'étais de ce point de vue-là un petit peu meilleur que sur le procès PIP. Et surtout, j'ai obtenu une relaxe qui est pour moi incroyable. C'est-à-dire que ma première audience en correctionnel sur un sujet qui n'était pas évident du tout, enfin en tous les cas, personnellement, je ne pensais même pas l'obtenir. J'ai obtenu une relaxe. Donc voilà, ça fait partie aussi des moments que je n'oublierai jamais. Et en termes de prise de parole, il y avait beaucoup moins de monde, c'était plus discret, c'était à Aix-en-Provence, tribunal correctionnel. Mais voilà, un jeune homme qui en revenait pas, sa mère qui pleurait, voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles finalement un jour j'ai voulu devenir avocat. C'est pour vivre ces moments-là et avoir le sentiment, et là c'était vraiment, je crois, le cas, qu'on a participé à cette décision. Parce qu'un avocat, il plaide, mais ce n'est pas lui qui décide. Quel est l'impact de la plaidoirie sur la décision des juges? On ne la connaît pas dans la réalité. Hein. Il y a quelquefois des plaidoiries qui peuvent paraître assez médiocres et vous obtenez des super résultats, et puis quelquefois des plaidoiries magiques, magnifiques, et puis des résultats très mauvais. Quel est l'impact de la plaidoirie? Voilà, là c'est un domaine dans lequel je pense qu'il y a eu vraiment des idées apportées par la plaidoirie qui ont conduit les juges à relaxer mon client. Je me suis servi de la première, notamment sur cet aspect, me libérer un peu du texte, parce que j'avais aussi beaucoup écrit, et sur cette deuxième affaire, j'avais fait des conclusions très détaillées, puisque je plaidais quelque chose un peu particulier, j'ai essayé de démontrer qu'il y avait de la légitime défense, donc c'est quelque chose que j'avais construit avec un argumentaire juridique que j'avais essayé de travailler, mais avec cette idée qu'il fallait que je sois moins dans mon texte, tout encore une fois, il y a une belle architecture de démonstration. Reprenant ce que m'avait dit Christophe Basse, mon maître, en me disant là où tu as finalement été le plus percutant, c'est dans ce que tu n'avais pas écrit, hein, ce qui est ressorti de tes tripes à un moment, tu l'as dit, et ça marquait. Et je pense que ça s'entendait différemment. On voyait que c'était quelque chose qui n'était pas écrit. Donc, essayer de se mettre en situation pour qu'il y ait plus de moments où il y a des choses qui sortent, parce qu'elles sont certainement, quand elles arrivent au bon moment, plus percutantes que quand elles sont préparées à l'avance. Toutes les premières fois, et on pense à plein de situations, toutes les premières fois sont particulières. Hein, on les rêve, on les anticipe, on les fantasme, on les répète, on s'entraîne, mais c'est jamais ce qu'on a imaginé. Hein, c'est toujours différent, la vraie expérience. Elle est différente parce que c'est la première, parce qu'il n'y a rien avant. Mais en l'occurrence, et là je parle bien de la première plaidoirie, parce qu'on est souvent déçu par la première fois, en l'occurrence la première plaidoirie, moi elle m'a enthousiasmé. C'était au-delà de ce que j'imaginais. Je trouve qu'il y avait des choses à améliorer et maintenant je vois, et je vous ai dit tout à l'heure notamment sur cette capacité à être plus libre dans ses mots, dans ses phrases, mais elle me marquera toujours parce que elle a validé en tous les cas un choix qui n'était pas un choix évident quand on décide de changer de vie à 50 ans. Je pense que cette première plaidoirie, elle m'a convaincu que je pouvais être un avocat.